Paul, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on vient d'assister à un spectacle extraordinaire, une joute de conteurs et de contes, carrément un voyage initiatique. Ben souvent, on a cette chance avec tous les conteurs, chacun raconte une facette et du coup, le spectateur, effectivement, voyage dans les différentes facettes du conteur, enfin des conteurs, et ça devient un voyage initiatique. Tu acceptes de passer dans l'invisible de l'autre, dans ce qui est son monde à lui, sa résonance, son rêve, son invisible. Et j'ai basculé avec cet homme-là, avec Fatiga Benarota. Et le voyage a démarré. Il ne s'est jamais arrêté. Cet invisible-là, ce merveilleux dans le quotidien. En Polynésie, c'est comme ça que j'ai vécu, puis après partir à une marquise. Ces gens-là sont tout le temps entre les gens et les réalités. Et puis, c'est ce qui m'accompagne, c'est ce qui accompagne mes racontes. Pour une fois, dans le spectacle qui vient de se produire, tu n'as pas raconté d'histoire de Polynésie. Enfin, pas vraiment. Non, exact. J'ai voulu rendre hommage à un conteur qui est parti il y a un mois de cela, Didier Kowarski, qui est un homme qui artistiquement m'a vraiment touchée énormément. Il avait une manière très particulière de raconter des histoires, toujours en décalage, et il avait des histoires qui se terminaient avec des suspensions. Et c'était dans le silence que tout d'un coup il y avait une compréhension ou pas de l'histoire. Et effectivement, j'ai choisi cette histoire-là pour lui rendre hommage, mais aussi par rapport au thème de la résistance. Comment ces deux tailleurs, cet homme qui revient des camps de concentration et qui a résisté donc à l'horreur, finalement tient parce qu'il a au fond de lui une histoire qui l'emmène ailleurs. Oui. Moi, je me rappelle Didier Kowarski, la première fois que je l'ai vu sur scène, c'était à une joute. Ah. Oui, c'était à Paris, il y a plus de 15 ans. Et alors, Didier Kowarski, il faut quand même... certains le connaissent ? Oui. Didier Kowarski, ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il arrivait sur scène, il avait un pantalon trop court parce qu'il avait des jambes trop grandes, et puis il avait des vestes trop courtes parce qu'il avait des bras gigantesques. Lui, ce qu'il aimait, c'était le décalage. J'avoue que j'ai jamais compris. Je me rappelle, ce jour-là, il a parlé de deux hommes. C'était deux hommes qui étaient dans une cave à Paris, ça devait être les années 60. Ces deux hommes, ils travaillaient du matin au soir, et du soir au matin, ils dormaient dans la cave. C'est ce qui lui tient au cœur, en fait, qui l'aide à vivre, finalement. Oui. Et évidemment, pourquoi je parle de Polynésie? Parce que tu as vécu, voire même tu as habité très longtemps à l'île de Pâques. Oui, j'habite toujours à l'île de Pâques. Bon, là, je suis bien sûr en France pour faire une tournée. On va rester, je pense, une bonne année. Oui, ça fait déjà 10 ans que j'habite à l'île de Pâques et quasiment 20 ans que je voyage dans les îles de Polynésie, françaises essentiellement. Tu es pasquane d'adoption? Non, je ne me considère ni Rapa Nui, ni du monde. Je me considère du monde. Finalement, le monde est quand même très petit, donc je veux dire que mon village, c'est la planète. D'accord. Et en Polynésie, la première des choses, quand quelqu'un arrive, on le reçoit. Après, on voit, ami ou ennemi. Mais d'abord, on le reçoit. Et je crois qu'il y a quelque chose dans la résistance, en tous les cas par rapport aux Polynésiens et aux Océaniens, c'est que d'abord on est issus du même océan. Je suis, par contre, là où je suis profondément certaine, c'est que dans leur cœur ils disent oui d'abord à l'autre, oui à eux. On est des toutes petites îles, des petits grains comme ça au milieu de l'océan. Alors si déjà on n'est pas ensemble, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? On ne peut pas travailler.
traverser l'océan si j'ai pas ta connaissance à toi des vents, ta connaissance à toi des étoiles, ta connaissance à toi des arbres pour faire la pirogue. Et donc on est d'abord ensemble. Une fois qu'on est dans la pirogue et qu'on est parti, là c'est la bagarre, et ça c'est un truc de famille. Et la résistance, c'est que face à ce qui vient, on est d'abord ensemble. On est ensemble. Okay. Néanmoins, ça t'a permis quand même d'être immergé dans cette civilisation, parce que c'est une civilisation finalement. Exact, les Rapa Nui font partie du peuple polynésien, donc on a ce triangle entre Hawaï, Nouvelle-Zélande et Rapa Nui, île de Pâques. Au milieu, vous avez la Polynésie française, et puis sur le côté, on a encore les Samoa, les Fidji, les Tonga. Il y a une très très forte culture, qu'on appelle donc la culture polynésienne. J'ai d'abord plongé dans la culture avec les Marquisiens un petit peu Tahiti, et puis ensuite l'île de Pâques. J'ai vécu avec quelqu'un de l'île de Pâques pendant 13 années, et effectivement, j'en ai appris beaucoup de codes. On avait voyagé des jours, des semaines, des mois. C'était un gigantesque bateau blanc avec une cheminée qui crachait de la fumée noire. Par contre, il n'y a que sur l'île de Pâques qu'on trouve ces fameuses statues, les moaïs gigantesques et particulières. Oui, les moaïs sont une sorte de sculpture à part, puisque dans le reste de la Polynésie, on a le tiki, qui est un personnage de la mythologie qui vient s'incarner dans la pierre, et le tiki est une statue qui va vous protéger. Et le tiki va se charger de mana, d'une puissance qui va vous protéger. Donc le tiki, en Polynésie française, il va être comme ça, avec les mains sur le ventre, et puis pas de cou, les épaules collées à la tête. On a aussi le tiki chez les Maoris en Nouvelle-Zélande. On en a d'autres qui sont des personnages sur Hawaï. Et les plus grands tikis que l'on a, ils sont aux îles Marquises, sur l'île de Hivaoa, dans la vallée de Puama, où ils font, je crois, le plus grand doit faire 2,46 m, quelque chose comme ça, assez massif. Sauf que 2,46 m, c'est quasiment le plus petit des moaïs. Et c'est vrai que ce que l'on a sur l'île de Pâques, c'est une statue avec toujours les mains sur le ventre. Là, il n'y a plus de jambes, enfin, je dis ça, il y en a un qui a des jambes, mais sinon tous les autres n'en ont pas. Et puis on a ce port de corps, ils sont arrivés vraiment à un design de corps d'une très grande modernité, et surtout il y a un cou. Et ce cou fait que la statue va s'agrandir, va s'élancer. Et alors les plus impressionnants, c'est ceux qui n'ont pas été déplacés, c'est ceux qui se trouvent encore à la carrière de Rano Raraku. Et ceux-là sont effectivement très grands, on en a très facilement aux alentours de 9 mètres de haut. Le plus grand fait donc 22 mètres, et lui n'est pas terminé, hein, il n'est pas sculpté en bas. Et sinon, les plus grands que l'on ait autour de l'île, on va dire, ils sont entre 2-3 mètres de haut, et le plus grand fait 10 mètres, qui lui a été donc déplacé et dressé. Ça pèse lourd. Un petit peu. Tu n'es pas mort. Mon ami, tu es en vie. Tu n'es pas mort. Tu as résisté. Tu es même passé au festival du légendaire. Tu n'es pas mort, pas du tout. Tu es bien là. Tu es vivant. Et tous les jours, on t'apporte du tissu. Nous sommes rentrés des camps et tu cours. Tu surfiles, tu cours. Tu es en vie. Tu es vivant. Tu es en vie. Mon ami, tu es en vie. De toute façon, ces connaissances, les aborigènes, c'est la même chose. Les Marquisiens ont fait la même chose. C'est qu'à un moment, tu regardes le monde qui reste. Tu te concentres, mais concentres vraiment. Et tu accèdes à quelque chose. Tu dois faire concentré, et à un moment ça vient.
C'est comme ça que les aborigènes repartent dans le temps du rêve et sont allés récupérer même des légendes qui leur ont permis de revendiquer leur terre et de récupérer leur terre. Les Marquisiens, par exemple, cette légende-là, la danse de l'oiseau, c'est une légende où il ne restait que quelques pas de danse qu'une femme connaissait. Il restait une légende qu'un monsieur connaissait. Et il y en a un, il s'appelle Ro'o-Kimitete, a pris les pas de danse, il a pris l'histoire, il a commencé. Et il est parti dans cet ailleurs, dans ce je ne sais où, je ne sais pas comment on dit, dans ce pays des rêves. Et puis, paf, il y a des gestes qui sont venus, il y a des chants qui sont venus, des rythmes, etc. On ne sait pas si c'est exactement comme ce qui se faisait il y a 150 ans. Mais en tous les cas, ce qui apparaît au jour d'aujourd'hui, c'est juste, et c'est ce qui permet, par exemple, à ce peuple, les Marquisiens, de pouvoir revendiquer toute leur identité complètement différente à Tahiti. Et ça a fonctionné, et depuis 1989, la première année où cette danse est sortie, où cette danse a été révélée, il y a eu un pas de géant, et les Marquisiens maintenant sont vraiment extrêmement regardés, sollicités et admirés. Ils ont récupéré leur place dans l'univers pacifique. Mais il a fallu ça, ce voyage tout d'un coup, parce qu'il y a eu un geste, parce qu'il y a eu un chant, parce que il y a, je ne sais plus, c'est un dessinateur français embarqué, je ne sais plus sur quel bateau. Les originaux sont gardés à Chartres, qui dessine l'homme en train de danser le hakamanu et une femme en train de danser le hakamanu. Alors comment est-ce qu'on peut résister? Résister comme ça, comment est-ce qu'on peut résister? On peut aller manifester. On peut aussi aller voter. Et puis, aux Marquises, il y a 40 ans de cela, il y a un homme qui a décidé de résister autrement. Cet homme, il s'appelait Ro'o-Kimitete. Et Ro'o-Kimitete, marquisien, n'avait pas le droit de parler sa langue. C'est les seules images que l'on ait, ce sont 2 dessins, et puis on avait juste ça. Vraiment, les peuples du Pacifique, je pense beaucoup d'autres aussi, mais puisque c'est ma spécialité, fonctionnent là-dedans. Il y a un espace-temps où il y a quelque chose, et puis on va se connecter à cette mémoire-là, et on la refait arriver sur Terre et prendre forme, prendre corps. Roatea, lui, s'est tourné vers l'immensité du ciel. Il s'est tourné vers l'immensité de la mer. Et il a appelé ses racines, les racines profondes, les racines du monde. Et il a nommé le monde. Alors on va résister et puis on va quand même réorganiser nos soirées où on racontait des histoires dans notre langue. On va résister et ouais, c'est bien la K-pop, mais on va quand même d'abord danser nos danses à nous. Et justement, alors toi, ton rôle, c'est de transmettre tout ça parce que tu es conteuse. Exact, oui. Je raconte depuis une vingtaine d'années et la vie m'a emmenée en Pacifique. Et j'ai reçu de la part des Tahitiens et des Marquisiens, dans un premier temps, toute une transmission. Oui. Et il y a eu cette danse aussi, donc on en faisait part tout à l'heure, au début du festival, qui s'appelle Le hakamanu. Hakamanu. Oui, celle-ci, voilà. La danse de l'oiseau, oui, c'est ce que j'ai raconté. Fascinante.
Oui, mais oui, bien sûr, c'est fascinant. Mais ce sont des gens extraordinaires. Hein, je dis toujours, c'est pas mes histoires, ce ne sont pas mes histoires. C'est juste, j'ai eu la chance d'être là. C'est un peu comme une mission. Ça vous tombe dessus. Bon, tu dis oui ou tu dis non. Moi, j'ai dit oui, mais alors ça m'a embarqué dans une sacrée aventure. Cette jeune fille, c'était Aouni, la fille de Loco. Elle a été la première marquisienne à se lever et à danser. Quand elle s'est levée, c'est tout un peuple qui s'est levé. Quand elle s'est levée, qu'elle a dansé, c'est tout un peuple qui a dansé. Et quand les femmes ont chanté, c'est toute une langue qui s'est remise à danser. Combien de livres as-tu écrit exactement? Au moins 15? Un tout petit peu plus, je crois qu'on est à 19. Et puis là, je suis sur 2 de plus encore. Toujours sur les Polynésiens? En grande partie, oui. En grande partie, ouais. Oui, voilà, donc c'est l'histoire de ta vie finalement, la Polynésie. Ah non, c'est juste là, c'est L'histoire du moment. C'est 17 dernières années. Donc c'est un tiers. Un tiers. Ça va. Tu es vraiment immergé dans ce monde. Oui, pour l'instant, oui. Et vraiment ravie parce que ce sont des gens qui ont des valeurs que j'aime beaucoup, qui ont une manière de dire oui au monde et qui était juste pour moi. Et donc j'espère en donnant ces valeurs-là aux autres, j'espère que ça peut prendre comme ça, faire une petite graine et bouger un tout petit peu les choses. Moi, je me suis retrouvée sur l'île de Pâques 3 ans, donc je n'ai pas pu revenir ici. Quand je suis revenue ici, je suis arrivée au mois d'août, en plein moment des fêtes dans les Landes, des fêtes de Dax. Ceux qui connaissent, c'est habillé en rouge et blanc, et on chante comme ça, et on chante comme ça, et tout ça. Et je me suis dit, mais dans mes racines, j'ai un peuple premier. Les Gascons et les Basques. J'aimerais pas les Corses, les Bretons, mais je crois qu'il y en a dans le Marais poitevin, il y en a un peu partout. Et en fait, si on va chacun titiller nos racines, alors on est peut-être des très mélangés, moi je suis très mélangée. Et nous aussi, on a des peuples premiers. Nous aussi, on avait des grands-mères et des grands-pères médecins et médecins. Nous aussi, on étudiait les étoiles. Nos paysans regardaient la lune. D'ailleurs, maintenant, il existe un moyen de planter avec la lune. Si on vient un tout petit peu regarder les peuples premiers que nous étions et qu'on a gommé pour faire un grand pays, la France, ça peut aussi nous réveiller. Et puis finalement, on n'est plus ce blanc méchant, on est aussi ce basque, ou gascon, ou breton, ou quoi que ce soit. En quoi tu dirais que le patrimoine culturel que tu as reçu de ces peuples-là permet d'entrer en résistance, vu que c'est le thème de ce festival? Je crois que l'une des choses importantes, c'est la diversité et le beau dans la diversité. Je sais très bien qu'on a essayé en France de faire un pays uni. C'est pas très vieux, hein, la France unie. Donc on a essentiellement gommé les langues. Toutes nos traditions qui étaient des traditions paysannes, on s'en est moqué, on a bien rigolé, on était le plouc de service, tout ça. Non, il fallait parler le bon français. Et du coup, malheureusement, on a rabaissé et dénigré beaucoup de choses que l'on avait. On a un fantastique pays qui a une grande richesse et beaucoup de savoir, et tout ça a été gommé pour faire la France. Donc c'est super parce que ça a donné aussi nos écrivains avec une certaine philosophie et des valeurs d'accueil, etc.
il ne faudrait pas que le monde soit comme ça unifié. Et d'ailleurs, on en revient même ici en France en disant, ben non, mais moi en fait j'ai ma langue, moi j'ai encore ça, et moi j'ai ceci, et moi j'ai cela. Et être heureux et riche dans cette diversité. Et alors une fois que tu l'étends au monde, bah, dire oui à l'autre, oui je suis d'accord. Et c'est pas qu'une culture doit prendre le pouvoir sur l'autre, c'est que j'ai à apprendre de chacun. Et donc pour moi c'était très fort de pouvoir dire, moi en tant que Française, de pouvoir dire à d'autres, ben en fait pour l'instant c'est vous qui êtes en train de m'enseigner. Ça, c'était très très important et cette résistance face à tous les discours racistes qu'on peut entendre en France, qui sont absolument insupportables et qui sont même très choquants, c'était ma manière de dire oh, il y a quelqu'un qui ne pense pas comme ça, et en plus de ça, ce que toi tu m'apprends, je suis d'accord, ça me plaît, et même je voudrais que ça teinte un petit peu les autres. Ça les métisse un peu dans leurs valeurs. Et puis voilà, et après c'était très juste avec ma manière de penser, donc ça a été naturel. Donc oui, c'est une résistance par rapport à certains discours, bien sûr.